Non. Est-ce que vous pouvez faire la demande? Ok, il est là. Bonsoir, professeur. Est-ce que vous pouvez mettre votre caméra, s'il vous plaît? Je vous fais la demande. Vous acceptez et vous l'enregistrez. Très bien. Bonsoir, professeur. Bonsoir, princesse de Souba. Comment vous allez? Je vais très très bien, merci. Bonne et heureuse année. Hein. Le temps n'est pas encore passé pour souhaiter la bonne année. Donc, nous vous souhaitons bonne année à vous. Eh bien, en retour, mes voeux de santé et de réussite dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Alors, professeur, ce soir, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Nous parlons ce soir de la crise sociale au Gabon, la crise des enseignants en particulier, et de la situation économique de notre pays. Notamment, on nous a annoncé l'arrivée du FMI en février, d'accord? Et voilà, nous vous, nous vous poserons des questions sur ces thématiques-là. Donc, d'entrée de jeu comme ça, comment analysez-vous aujourd'hui la situation sociale globale du Gabon? Alors, la situation sociale du Gabon est une conséquence de l'association politique. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Parce que dans un pays, c'est d'abord la politique, le positionnement politique. C'est cela qui donne l'orientation. Et les gens adhèrent ou non, le peuple adhère ou non à cette orientation. Et quand le peuple adhère à une orientation, il faudrait effectivement qu'elle en ait les fruits. Or, généralement, nous avons un problème au Gabon aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'orientation parce que le putschiste en chef, comme je l'appelle, il n'avait pas de programme. Les militaires n'ont pas eu de programme. Donc, en fait, on a réagi par émotion parce qu'il fallait qu'Ali Bongo s'en aille. Bien. Ceci fait, lui-même a pris un certain nombre d'engagements et il ne les a jamais respectés. Pire, il a détruit la situation de notre pays, aucune promesse n'a été réalisée et à partir de ce moment-là, les attentes n'ont pas été satisfaites. Les aspirations des populations n'ont pas été satisfaites. Et la population a vu sa situation se détériorer au jour le jour. Que ce soit la situation professionnelle, que ce soit la situation sociale. Et c'est cela qui explique la crise aujourd'hui. C'est d'abord une crise politique qui est nécessairement économique et sociale. Mais la situation économique et sociale que nous observons aujourd'hui, elle n'est pas du fait de l'arrivée du putschiste en chef. Bien avant son arrivée, c'est une situation qui existait déjà. Oui, c'est ce qu'on peut dire. Mais ce n'est pas un bel échappatoire. Pourquoi? Parce que précisément ce qui compte en économie, c'est le pas que vous faites. Bien sûr, ils ont trouvé une situation qui était grave. Mais au jour le jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? La question qu'on se pose, on fait de l'analyse intertemporelle. Lorsqu'ils sont arrivés, la situation était difficile. Est-ce que la situation s'est aggravée, s'est améliorée ou s'est détériorée? On se rend compte que la situation s'est détériorée et de ce point de vue, on ne peut pas l'attribuer effectivement à l'ancien pouvoir. Mais non, ils sont là depuis 3 ans, il y a un bilan. Après 1 an, il y a un bilan. Après 2 ans, il y a un bilan. Après 3 ans, il y a un bilan. Donc, cet argutie ne passe plus. Aujourd'hui, nous avons le bilan des putschistes. Il faudrait qu'ils rendent compte de ce bilan. Ils sont responsables de ce qui s'est passé. Et quel que soit le domaine qu'on peut prendre, et c'est difficile à dire, on va se rendre compte, et c'est dont la population se rend compte aujourd'hui, que c'était encore mieux sous Ali. C'est difficile à dire, mais c'est la réalité. C'est vraiment difficile à dire parce que arriver au point de dire que ce qui se passe aujourd'hui est quand même pire que ce qui se passait sur Ali, c'est quand même un échec total.
quel que soit le domaine que vous prenez, vous êtes obligé de vous boucher le nez et l'affirmer. C'est difficile à dire. Ça fait mal pour un homme comme moi qui est combattu à lui de le dire. Mais c'est la triste réalité. Les faits sont là. Ok, mais pour parler proprement de la crise dans l'éducation nationale, l'éducation nationale, quels sont véritablement les problèmes de fond, les problèmes fondamentaux que rencontrent les enseignants? Je sais que vous êtes un enseignant, vous avez exercé cette profession-là au Gabon, donc vous êtes à même de nous expliquer quelles sont véritablement les revendications et pourquoi depuis autant d'années, ces revendications n'ont jamais été traitées. Alors, le problème, c'est que les enseignants revendiquent ça. C'est l'angle d'attaque. Ils revendiquent des reclassements. Ils revendiquent des paiements de leur salaire. Ils revendiquent la régularisation de la situation administrative. Ce sont des revendications qui apparaissent ponctuelles, mais c'est l'angle d'attaque. Mais le problème de fond, c'est lequel? C'est un problème de société. Quelle est la place de l'enseignant dans la société? Lorsque nous voyons hier, l'enseignant a été, effectivement, il avait une place dans la société. C'était un monsieur. Il était respecté. Et il avait un salaire, un revenu qui lui permettait de vivre aisément. Mais professeur, j'aimerais quand même que vous précisez la période. Ça, c'était à quelle période? Parce que de ce que nous, on entend, nous, la nouvelle génération, on entend que depuis pratiquement 20 ans, 15 ans, les enseignants vivent les situations qu'il décrit aujourd'hui. Oui, les enseignants les vivent. Mais la première période qu'on peut situer, c'est de 1960, un tout petit peu avant l'indépendance, mais de 1960 au début des années 70. Là, au début des années 70, les enseignants pouvaient se permettre d'acheter un véhicule d'enseignant du primaire. Mais à partir de 1970, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le boom pétrolier a fait en sorte que le système Bongo PDG dénature les relations sociales au point que sont arrivés à des postes qu'ils ne méritaient pas des gens qui n'en avaient pas la compétence. Pourquoi? Parce que c'était le village, parce que c'était la tribu, parce que c'était le clan, parce que c'était les conséquences, parce que c'était des gens qui faisaient oye oye, soutien. Or, l'enseignant, lui, travaille au jour le jour. Il travaille chez lui, il travaille à l'école, donc il est à la tâche. Et ceux qui ne travaillent pas, c'est eux qui réussissent. Comment voulez-vous qu'un enseignant, il a un enfant à l'école, il va à l'école sous la pluie et le monsieur qui l'a enseigné, qui n'a pas plus de diplôme et qui n'est pas plus qualifié que lui, va en VX. Voilà le problème de fond de notre pays. Et ce problème a des solutions, mais personne ne s'en est occupé. Des années durant. Ça date du père, c'est le père qui a initié ça, c'est complètement dénaturé. Après ça s'est emballé, le système Bongo PDG s'est emballé. C'est celui qui crée Oye soutien qui a un poste, alors qu'il n'a pas de qualification. C'est celui qui trahit l'autre qui a un poste, alors qu'il n'a pas de qualification. C'est celui qui fait un bulletin de renseignement qui a un poste. Dans l'armée, c'est pire. C'est celui, effectivement, qui fait plus de bulletins de renseignement, qui sont d'ailleurs bidons. C'est eux qui ont des grades. C'est lui qui est au tableau d'avancement. Voilà la réalité de notre pays. Il ne faut pas du tout se voiler la face. Voilà la réalité. Et cette réalité nous rattrape au fil du temps. Seulement, il faut à un moment donné prendre les mesures correctives. Ces mesures n'ont pas été prises par Ali Bongo. C'est vrai. Et puis, le putschiste est venu. Les putschistes sont venus. Ils ont fait pire qu'Ali Bongo. Pourquoi? Parce que eux, ils ont fait des promesses. Ils ont promis ci, ils ont promis cela, ils ont promis ci, sur la base de leurs propres promesses. Vous qui êtes manipulé les médias,
on peut retrouver les promesses qu'a fait le putschiste en chef. tout à fait, bien On sûr. peut les retrouver. Mais c'est par rapport à ça qu'ils sont rattrapés. C'est par rapport à cela, à ces promesses-là, qu'ils sont jugés. Donc, le tout n'est pas de dire, mais oui, on a trouvé une situation difficile, mais les situations contre sont toujours difficiles. Mais la question qu'on pose, depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait? Lorsque vous partez, je donne un exemple simple pour que les gens comprennent. Vous avez sur la basse-cour 2 poulets. Et puis, 3 mois après, vous êtes à 6 poulets. Votre richesse s'est accrue. Donc, depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait pratiquement? Ils ont détruit notre pays en termes réels. Le pays s'est effondré. Voilà le problème qui se pose. Et à partir de ce moment-là, c'est un système inique et inéquitable. Lorsque vous annoncez dans le même temps qu'on va donner, on va augmenter l'argent des militaires, des généraux, lorsque des officiers qui étaient quasiment à pied avec une vieille voiture, qui alignent des VX aujourd'hui, lorsque vous aviez des gens qui ne pouvaient pas compter 500 000 francs dans leur compte, qui comptent des centaines et des centaines de millions aujourd'hui, ça c'est au vu et au su de tout le monde. Bien sûr, ça laisse un sentiment de frustration et on se dit, ben, il y a de l'argent. En plus, lorsqu'on regarde les détournements de la part des putschistes qui sont faits, au su et au vu de tout le monde, on se dit, bon, tant qu'à faire, pourquoi nous serions les sacrifiés de la société? Voilà la manière dont le problème se pose en réalité. Donc, on va dire que c'est l'ancien système où on a été dans une situation difficile, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont là. D'autant qu'ils ont fait des promesses, ça, on va faire, ça, on va faire, ça, on va faire. Et ce qui est grave, très, très grave, c'est qu'ils n'avaient aucune compétence. Ils n'ont pas de compétence pour savoir qu'un État ne se gère pas comme une épicerie. L'État a des règles. Les finances publiques ont des règles. Et on a commencé par distribuer 7 milliards par province. Ils sont où? Ils sortent d'où? C'est des paroles en l'air. Parce que les finances publiques obéissent à un certain nombre de critères. On a commencé par aller par Mons et par vous. Mais qui finance ces voyages? On tire l'argent d'où? Ça sort de quelle loi de finances? On a commencé par faire du hors-budget. Et on a emprunté à tout vent. Et on en est aujourd'hui à une situation où, oui, Ali Bongo nous a laissé un endettement de l'ordre de 54% du PIB. En moins de 3 ans, on est à 74% du PIB. C'est inacceptable. Et qu'est-ce qu'on a fait de cet endettement? On ne sait pas. Donc on ne peut pas dire c'est trop facile de dire que c'est l'ancien système. Oui, il y a des problèmes qui se sont accumulés. Mais le rôle d'un pouvoir, c'est de les arranger, avoir la méthode pour les arranger. Et non un discours cru et vaseux où il faut faire des promesses qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas de soubassement. Voilà où nous en sommes. Donc, véritablement, je sais que les pouvoirs passés ont laissé une situation difficile en ce qui concerne les enseignants, parce que je suis non seulement enseignant, mais j'ai fait des grèves dans le temps pour réclamer l'amélioration des conditions d'existence, aussi bien à l'éducation nationale qu'en l'enseignement supérieur. J'ai été ministre de l'Éducation nationale pour connaître ces problèmes. Mais je peux dire, si le temps nous en donne l'occasion, ce qui s'est passé à cette époque-là. Donc, véritablement, on est comptable de cette situation, c'est vrai, mais il faut savoir que depuis que les putschistes sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des promesses et ils n'ont pas tenu leurs promesses. Ils sont pris à leur propre piège. Voilà où nous en sommes. Est-ce que la situation ne s'améliore pas parce que c'est une manifestation de mauvaise foi ou est-ce qu'on n'arrive pas à trouver de solution parce que aujourd'hui, par exemple, l'état financier du pays ne nous permet pas de satisfaire les revendications de tout un chacun et notamment ceux du secteur de l'éducation nationale? Oui, on pourrait le penser, mais la situation difficile du pays
elle date de peu. Quand il est venu, on a donné combien d'argent aux militaires? On a donné combien d'argent aux généraux? On a donné combien d'argent pour payer des gens qui insultent? On donne combien de gens par jour à la présidente de la République? On donne combien d'argent? Ça veut dire que si on peut donner autant d'argent à ceux qui insultent, aux généraux, ça veut dire qu'on peut en donner aux enseignants et que ça relève plutôt de la mauvaise. Seulement les enseignants c'est le résidu de la société. Il faut poser le problème. Parce qu'on n'a pas d'ambition, on ne sait pas où on va. Mais si on veut se développer, et c'est ce qu'ont fait les Asiatiques, il faut qu'on se dise, le développement commence par la formation. Et dans ce cas-là, on investit dans la formation. Toute dépense faite à l'éducation nationale est un investissement. Or, nos responsables n'y pensent pas. Pourquoi? Parce que leur fonction objectif est simple. Être au pouvoir, défendre les intérêts de la famille et se maintenir au pouvoir. Voilà leur fonction objective. Ils n'ont pas pour fonction objective de développer un pays parce que si tant il est qu'ils avaient cette fonction objective, ils réagiraient autrement. Quelqu'un qui veut développer le pays ne commence pas par donner 7 milliards par province, à faire des tours qui ne servent à rien, à utiliser des avions, à louer des avions, alors que c'est un coût à augmenter telle ou telle chose à la présidence de la République. Mais non, il y a autre chose à faire. Et dans tout pays qui veut se développer, il y a des secteurs prioritaires, au premier rang desquels il y a l'éducation et la santé. On ne peut pas me dire le contraire. Mais monsieur professeur Albert Ondossa, vous qui avez été ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, au point où nous en sommes, quelles sont les solutions ou les propositions de sortie de crise pour la situation que nous vivons actuellement? Parce que c'est une des plus graves quand même que le pays ait connue depuis, j'ai envie de dire même les indépendances. On ne peut pas parler des propositions de sortie de crise. Qui fait la proposition? Une situation de blocage suppose deux choses. Un, la crédibilité du pouvoir. Le pouvoir n'est pas crédible. Quelle solution vous voulez qu'il apporte? Un président qui dit une chose et son contraire. Qui peut lui faire confiance? Entre vous et moi. Qui peut faire confiance aujourd'hui à ce que dit le putschiste en chef, puisqu'il dit une chose et son contraire? Il ne tient pas la parole. Vous pouvez vous parler 15 minutes après, dès qu'il écoute d'autres personnes, il fait le contraire de ce qu'il vous a dit. Qui peut lui faire confiance? Première chose. Deuxièmement, la crédibilité des interlocuteurs. Quel est l'interlocuteur crédible? Un président putschiste qui est jaloux de ses prérogatives et qui véritablement ne délègue rien. Lui-même, il en est aujourd'hui, un exemple que je peux vous donner, à distribuer les compteurs de la SEG, un président de la République. Vous vous rendez compte? Alors, à partir de ce moment-là, on comprend qu'on ne peut pas évoluer dans ces conditions. Sortie de crise. Ce qui va se passer, c'est que, et deuxièmement, quelle méthode on utilise? Les représentants des syndicats, c'est toujours les mêmes qu'on reconnaît depuis certaines années et qui font toujours la même chose. Depuis le PDG, c'est toujours les mêmes. Ils disent une chose et ils sont contraires. Ils se réunissent la journée, ils se réunissent à nuit avec le pouvoir, ils reçoivent de l'argent. Mais il y a une base qui est là. Et la base a trouvé cette fois-ci le fait de changer d'interlocuteur. Et là, les syndicats sont complètement KO, out. Alors, à partir de ce moment qu'elle a sorti, il faut qu'on tienne un langage de vérité. Pour une fois. La vérité suppose la transparence des finances publiques. De quoi dispose aujourd'hui notre État? Exactement. L'État a les moyens de pouvoir financer les généraux, notre État, et de ne pas payer les enseignants. L'État a des moyens de pouvoir financer à coups de milliards nazis qui insultent les Gabonais. Ça, c'est les moyens qu'a l'État. L'État a aujourd'hui de dépenser des milliards pour aller pourchasser
les activistes en France, pour chercher à tuer Ondosa. Ça, on a les moyens. OK? Mais il faut peu. Une école, pour construire une école, c'est entre 55, sans frais, 55 et 60 millions. Une école complète. C'est ce que le pouvoir n'a pas. Mais, monsieur Ndosa, avec 6 milliards fois 2 accordés aux fondations des épouses vous voyez, les exemples font légion, madame. Les exemples font légion. Donc voilà le problème, c'est un problème d'orientation. Orientation. Donc nous devons d'abord reconnaître, il faut un langage de vérité. Mais dans tout cela, pour que la confiance revienne, il faut qu'on prêche par l'exemple. Comment quelqu'un qui est un voleur patenté, et moi je ne sors rien sans avoir des preuves, il peut combattre le vol. Quelqu'un qui est coupable d'homicide peut aller contre l'assassinat. Voilà le problème que nous avons, le problème de fond. Et quelqu'un qui n'a jamais fait d'études sérieuses peut véritablement favoriser l'enseignant parce qu'un enseignant s'autonomise. Dès lors que vous avez la connaissance, vous êtes autonome. La connaissance vous permet de vous autonomiser vis-à-vis d'un pouvoir. Alors, à partir de ce moment-là, la seule chose, la science évolue grâce à la contradiction. La première chose que vous dites, c'est non. Ce qui veut dire en termes clairs que, bien évidemment, le pouvoir ne peut pas souffrir. Ils ont besoin des clients. Ils ont besoin des lèche-bottes. Ils ont des besoins qui font des salamalek. Or, un enseignant futur du premier, c'est d'abord quelqu'un de digne. Il enseigne la dignité à ses enfants. Et à partir de ce moment-là, il enseigne la dignité à ses élèves. À partir de ce moment-là, ce n'est pas quelqu'un qui courbe les chiennes. Et c'est quelqu'un qui fait preuve de probité intellectuelle et morale. Cette probité intellectuelle et morale fait en sorte qu'il ne dépasse pas certaines limites en ce qui concerne le dire et en ce qui concerne le faire. Or, vous allez demander à quelqu'un de ce type, sous la base de 10 millions, de venir signer un papier qui n'est pas vrai. Il ne peut pas le faire. Ou s'il va le faire, dès lors qu'il retourne à la base, eh bien, vous comprendrez qu'il n'a rien signé du tout. C'est une signature sous contrainte. Et c'est ce que les militaires ne comprennent pas. La dernière chose que je voudrais dire à ce sujet, c'est qu'on ne dirige pas un État comme une caserne, non. Un État démocratique a des règles de fonctionnement. Ce n'est pas la caserne. Ce n'est pas parce que le président a dit que moi je dois me plier, mais non. Mais non. Il faut que je sois d'accord avec ce qu'il dit. Que ça s'accorde. Mais après, quand on a un général putschiste en face, on n'a pas toujours le choix d'exprimer ou d'aller dans le sens de ses valeurs. On déplace la contradiction. On se dit, il faut que le général putschiste parte. Et on se bat pour cela. Voilà le premier combat. Et dès lors qu'il est parti, on impose, parce que c'est le peuple qui s'impose un pouvoir. Si nous avons aussi le Gabon a une contrainte humaine qualitative, quantitative, il faut que nous le comprenions. C'est une quantité infinitésimale par rapport aux autres. Les Camerounais, ils sont 25, ils vont atteindre les 30 millions. Voilà ce qu'ils sont. Ce sont nos voisins. Qu'est-ce que nous allons devenir face aux Camerounais? Et si le Gabon doit tenir, il doit avoir, il a une contrainte humaine quantitative, il ne peut pas avoir une contrainte qualitative. Le Gabon ne peut briller que par la qualité. Lorsque vous arrivez au Cameroun, on sait que oui, le Gabonais est arrivé. Quand vous arrivez à Dakar, le Gabonais est arrivé par la compétence. Alors à partir de ce moment-là, cette compétence-là, elle se fabrique à l'école. Ça commence par l'école primaire. Il y a des gens qui ont sauté. Vous êtes au CP1, vous allez au CM2. Après, on vous met en 6e. Après, on vous met en terminale. Après, on vous donne un faux bac. C'est un secret pour personne. Notre cher a un faux bac. La preuve, quelqu'un qui a un bon bac réussit à l'université. Il a été vidé de Massoukou. Alors, ce qui veut dire que moi, quand je parle de quelqu'un, j'ai toute la documentation nécessaire et toutes les preuves nécessaires. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut noyer quelqu'un. Ça me sert à quoi? Ce qui veut dire en termes clairs que nous avons des gens qui n'ont pas fait
Comment voulez-vous qu'un militaire qui n'a pas fait ses marques, il devient général? Ce n'est pas la même chose que celui qui a fait ses marques. Il y a des généraux, sac au dos, ça existe. Mais ils ont fait leurs marques. Ils sont passés par tous les grades. Ils ont été éprouvés. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, c'est ça notre pays. Pour le restructurer, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, j'ai donné, lors de ma dernière intervention, 2 indications. La première indication, c'est que, véritablement, il faut bien évidemment créer un cadre de discussion serein. C'est-à-dire enlever tous les syndicats foutus, tous ceux qui sont toute la fausse société civile ou des gens qui se sont accoquinés avec le pouvoir. Il y a plein de gens libres dans notre pays. Il y en a encore plein. Ensuite, il faut que les enseignants eux-mêmes choisissent leurs partenaires. Et du côté du pouvoir, malheureusement, le pouvoir ne peut pas. Parce que le pouvoir ne peut pas se saborder. Il faudrait qu'il y ait de la transparence. Or, le pouvoir n'a jamais été transparent. Sur un franc dépensé, il faut qu'on sache que tel franc public a été dépensé. Et que voilà ce qu'on va faire de l'éducation nationale. Mais ça ne se dit pas, ce sont des études. Vous vous dites, est-ce qu'on paye ce qu'on leur doit trimestriellement, mensuellement? Mais il ne s'agit pas de le vouloir, non. C'est là qu'on va regarder quelles sont les possibilités réelles de notre pays. Et là, on signe des papiers, on s'engage réellement compte tenu de la situation réelle de notre pays qui est sous ajustement. Mais l'ajustement vient maintenant. Ça ne peut pas être constitué une excuse pour qui que ce soit. Donc, voilà notre problème. Alors, pendant qu'on dit qu'on n'a pas d'argent, on le dépense ailleurs, on le dépense aux fondations, on le donne aux dames, on voyage partout. Des voyages qui ne rapportent rien au pays. Je peux le dire. Et je suis bien placé pour le dire. Alors, on se pavane. Voilà ce qu'il y a. Comment voulez-vous qu'un enseignant accepte, lui, d'être sacrifié dans un état où ceux qui n'ont pas son niveau accèdent aux plus hautes fonctions de l'État? Vous avez les activistes du pouvoir là. Ils ont 4 millions, 5 millions. Madame, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Un professeur d'université ne dépasse pas 1,8 million. Et vous avez, je ne veux pas les citer, vous les connaissez, très bien, les activistes du pouvoir qui ont 4 millions par mois. Est-ce que c'est normal? Voilà où se situe le problème de fond. Est-ce que les putschistes sont capables de revoir cela? Mais non, parce qu'ils vivent de ça. Ils n'ont pas de consistance, ils n'ont pas de formation, ils ne savent pas comment gérer un État. La seule chose, c'est la publicité. Comment vous l'appelez? Les jeunes l'appellent le courabénisme. C'est ce qui. Mais or, ça a un prix, ça a un coût. D'où tire-t-on l'argent? D'où l'endettement du pays en termes réels. Voilà la situation. Donc, il y a des pistes, il y a des solutions qui existent face à ce problème, sauf que le pouvoir actuel n'a pas la capacité de pouvoir mettre ces solutions en pratique. Voilà ce que je dis. D'accord, vous parlez tout à l'heure de la base. Je crois bien comprendre que vous faisiez référence à SOS Éducation. Concernant SOS Éducation, est-ce que vous pensez que la base pourrait avoir gain de cause vu comment ils tiennent pas mal tête au pouvoir actuel? Est-ce que vous pensez que de cette résistance-là, il peut naître des solutions à leurs revendications? Moi, il ne s'agit pas de penser. Voyons la réalité. La base, c'est les enseignants de base. Ceux qui enseignent et qui délèguent des gens qui vont les représenter auprès du pouvoir. Et qui attendent que leurs représentants viennent leur rendre compte de ce qui s'est passé. C'est ça la base. Et est-ce que la base peut proposer les solutions? Le rôle de la base n'est pas de proposer des solutions. Je suis désolé. C'est au pouvoir de proposer des solutions. Un pouvoir est là pour proposer des solutions. Si le pouvoir en est incapable, qu'il parte. Voilà comment ça se passe dans les pays organisés. Un pouvoir qui n'est pas capable, il s'en va. C'est pas la peine d'insister. Si vous êtes capable, c'est au pouvoir d'apporter des solutions. Comment voulez-vous que c'est la base qui réfléchisse, qui apporte des solutions? C'est pas son rôle.
La base pose des revendications. Au pouvoir de satisfaire ces revendications en fonction de ce dont dispose l'État. Ce n'est pas un cadeau. La société de cadeaux, nous l'avons vécu avec le PDG, ça suffit. Mais non, on attend rentrer dans un état de droit. Des droits qui sont reconnus aux gens. Droit de gréver, droit de faire des sit-ins, droit de revendiquer. Ça, c'est des droits qui sont reconnus à une population. Mais maintenant, c'est au pouvoir de pouvoir satisfaire les besoins. Un pouvoir est là pour se mettre au service du peuple. Voilà le problème. Il ne faut pas qu'on inverse parce qu'on a faim, parce qu'on veut faire plaisir. Il ne faut pas qu'on inverse le sens de la causalité, madame. Ce que je disais, c'est que, est-ce que, par rapport à la position de la base aujourd'hui, il pourrait avoir gain de cause? Parce que, on l'entend, on a vu hein, les syndicalistes qui vont rencontrer le pouvoir en place et lorsqu'ils sortent de là-bas, le mouvement est dissous. Mais là, quand même, on sent une certaine résistance. Est-ce que ça risque de perdurer ou on peut entrevoir au bout du tunnel des solutions? C'est ce que je demandais en fait. Alors, je comprends bien votre question, mais nous devons la poser de manière encore plus claire. D'accord. Qui a intérêt à ce que ça arrange? Qui a intérêt? L'enseignant a son savoir. Il peut aller à l'école à tout moment. Il n'a aucun problème. Mais c'est le pouvoir qui veut se maintenir et qui a promis faire le bonheur des Gabonais. C'est à lui de mettre tout en œuvre pour qu'on y parvienne. Ce n'est pas à l'enseignant qu'on va dire, oui, il faut mettre de l'eau dans le vin ou je ne sais pas trop, mais il n'y a plus de vin. Quel vin dans lequel on va mettre de l'eau? Alors, à chaque fois, le PDG, puisque les putschistes, c'est le prolongement du PDG. C'est toujours la même solution. On va aller soudoyer certains syndicalistes, on va les amener la nuit, leur donner un peu d'argent, se fâcher contre eux, les menacer. Mais ce resserre-là ne tient plus. C'est au pouvoir de revenir à des vraies solutions. La première, refaire notre budget. Quelle est la part qui revient à l'éducation nationale? Quelle est la part qui revient aux enseignants? Moi, je sais qu'un temps, les Nations Unies avaient pris pour objectif l'objectif 20-20. 20% des ressources doivent être attribuées aux secteurs sociaux essentiels. L'éducation, la santé. Allons-y dans les calculs. Combien sont attribués à la santé? Combien sont attribués? Quel montant? Quels sont les budgets qui sont attribués à l'éducation nationale? Bien sûr, allons-y dans le fonctionnement de l'État. Mais qui doit tenir au fonctionnement de l'État? C'est les enseignants. Aux enseignants, on va demander effectivement de faire preuve de patriotisme. Ah bon? Mais celui qui vide les caisses de l'État, il est exempt de patriotisme. Celui qui donne de l'argent à ses femmes pour des fondations, à ses femmes multiples, lui, il est exempt de patriotisme. Celui qui vole les sous publics, lui, il est exempt. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir. Qui a dit que c'est le pouvoir qui est au-dessus de la cité et de la population? Mais non, il est le représentant d'une population. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative. Alors à partir de ce moment-là, on n'est pas dans une caserne. Il faut que les gens comprennent que visiblement, on ne peut pas continuer comme ça. C'est ça le problème. Très bien. Je vais passer Donc, la parole. dans la situation actuelle, pour terminer, je dirais que c'est le pouvoir de faire l'effort nécessaire pour qu'il donne satisfaction aux enseignants. Et il y a des méthodes par lesquelles on peut satisfaire effectivement les enseignants. Donc, voilà, ça ne souffre pas d'ambiguïté. Mais le pouvoir se braque, nous on est au pouvoir, on fait ce qu'on veut, on donne à qui on veut, et c'est une faveur. La main qui est en bas, je ne sais pas trop, ça c'est des expressions véritablement qui procèdent de la racaille, qui montrent la médiocrité de la personne qui les a initiés. La main qui est en bas, je ne sais pas trop quoi faire, quoi. La main qui est en bas, où? Ça fait, nous sommes dans un état des règles de fonctionnement. Et quand vous vous engagez dans ces choses-là, vous vous engagez
pour donner au peuple ce qu'il veut. Vous avez un objectif. Vous avez des objectifs qui sont fixés. Or, dès lors qu'on voit la pratique, l'objectif c'est se maintenir au pouvoir. Ce n'est pas un objectif de politique économique. Mais non. Le pouvoir, c'est quelque chose d'assez passager. Vous êtes là pour un temps. Et si vous ne faites pas le compte, eh bien, vous partez. Il faut qu'Oligui parte parce qu'il n'est pas capable de satisfaire effectivement les besoins des enseignants. Il en est ainsi des enseignants, il en est ainsi des autres. Et je suis désolé. Et défendre Oligui aujourd'hui, comme le fait certains, j'ai bien honte et pitié pour eux. Parce que c'est bien. Vous voulez ramasser qu'il vous donne 50 millions, 10 millions par-ci, par-là. Mais ce n'est pas cela qui construit un pays. Je suis désolé. Nous avons un pays qui est au ras des pâquerettes. Il nous faut le redresser. On le dresse à partir des objectifs clairs et de la vérité, de l'honnêteté. Voilà ce que nous pouvons faire cette année. Et on regarde, et vous le faites. Le premier mois, on va faire ceci. Le deuxième mois, on vérifie. Vous avez effectivement réalisé ce que vous avez promis. Or, les exemples sont les gens. Il dit une chose et il fait le contraire. Ensuite, il pense que parce qu'il est militaire, il peut menacer les gens. Quels gens vous pouvez menacer? Il a fait la guerre où? Avec quel pays? Il peut combattre l'armée camerounaise ou congolaise? Alors, il ne faut pas qu'il nous mette dans une situation, dans un état d'esprit difficile. Il faut qu'il comprenne. S'il n'est pas capable de satisfaire les besoins des enseignants, qu'il parte. Et ces différents interlocuteurs, ils ne représentent rien du tout. Parce que venir dire aux enseignants, mettez de l'eau dans votre vin, ça c'est du déjà entendu. Aujourd'hui, le peuple gabonais a besoin du Congrès. On a besoin d'eau. Tout l'argent qu'il a perdu depuis 3 ans, on est incapable d'avoir une fourniture d'eau. Des études que moi j'ai fait réaliser, en moins d'1 an et demi, on peut avoir une fourniture d'eau régulière. En moins d'1 an, on peut avoir une fourniture d'électricité tout à fait régulière. Avant d'avoir, dans un terme de 2 ans, l'autonomie en matière effectivement de fourniture électrique et de fourniture d'eau. C'est possible, mais ce n'est pas leur priorité. Vous avez un téléphone. Leur priorité, c'est aller en campagne tous les jours. La campagne incessante. Mais ça coûte de l'argent. Qui paye? Voilà le problème de fond. Très bien. Professeur, vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que Giovanni, tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez en commentaire là? Moi, je t'entends. Je pense que c'est lui qui a peut-être un Oui, je souci pense avec que le c'est téléphone à qui son sonne. niveau. Donc, il faut qu'il... le téléphone. Oh, C'est bon, vous nous entendez, professeur? Ok. oui, je vous entends. Très bien, parce qu'il y avait le téléphone, je pense que il y a eu un problème entre nous. Donc, il y en a dans le box qui demande à monter. Je suis désolée, on ne pourra pas vous faire monter parce que... qui demande à monter, je suis désolée. On ne pourra pas faire monter tout le monde parce que le professeur a demandé à parler avec des gens bien précis. Donc, on va attendre qu'ils reviennent et puis Giovanni va enchaîner sur la question de l'économie. Giovanni, j'espère que tu t'es préparé. Hein. Non, ça va, t'inquiète. Donc, je pense qu'il fallait qu'il descende. Il a bien fait de descendre pour régler le problème du son, là. Et voilà. Donc, le temps qu'ils reviennent, Christian ou Giovanni, si vous avez quelque chose à dire, on y va. Non, mais pour l'instant, ça va. Hein. Je pense que ça se déroule plutôt bien, même si nous, on a des petits problèmes de connexion ici. Ok, Et il ça est va. de retour. Voilà. Christian, ça va? Tu as pu rentrer?
Donc, professeur, je vais vous refaire la demande pour la vidéo. Vous l'acceptez et vous l'enregistrez. Ok, d'accord. Oui, c'est bon, je suis installé, je suis à la maison. Très bien. Donc, je disais tantôt, professeur, que je vais passer la main à monsieur C'est bon, hein, je Giovanni. suis arrivé, je suis à la maison. Très bien. Donc, monsieur Giovanni Le Gunther, il va vous entretenir sur la question de l'économie, notamment l'arrivée du FMI en février au Gabon, et puis peut-être s'il a des questions, s'il a une ou deux questions sur la situation de la crise sociale avec l'éducation nationale, il pourra revenir. Donc, je vous laisse avec monsieur Boulingi, Giovanni. Giovanni, tu as la parole. Merci, princesse. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur d'être sur notre panel et de répondre à nos questions. Voilà. Donc, comme disait princesse Giovanni Boulingi, alors, moi, je vais aller droit au but. Déjà, selon vous, qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui la loi des finances 2026? Vous avez les montants, qu'est-ce qui peut justifier le vote de cette loi-là aujourd'hui, dans l'état où ça a été voté? Alors, le vote, oui, le vote de cette loi se justifie par le fait que on a pris une bande de copains et de coquins qu'on a mis dans une salle, des gens qui dépendent du pouvoir parce qu'il leur a donné un salaire, parce qu'il les a cooptés. Ils sont dans une salle et ils ont comme recommandation de voter ce qu'on leur demande. Donc, c'est une chambre d'enregistrement, c'est tout. Donc, c'est ça qui justifie le vote d'un tel budget, qui est un budget fantaisiste que j'ai critiqué en son camp et qui n'a pas sa raison d'être. D'accord, merci. Alors, un autre aspect, toujours en lien avec l'économie, selon vous, quels sont les effets conjoncturels qui peuvent justifier l'état de nos finances actuellement sur le plan international comme en interne? Alors, nous avons d'abord un problème structurel, c'est-à-dire un problème de fond. Lorsque vous allez au Fonds monétaire international, on pose une équation simple qui se ramène à ceci dit très simplement. C'est que vous consommez plus que vous ne produisez. Vous produisez pour 100 000, vous consommez pour 300 000. Voilà la réalité. C'est cela. Alors, à partir de ce moment-là, si vous consommez plus que vous ne produisez, on va vous demander de réduire votre consommation. C'est ce que fait tout banquier. Vous allez voir votre gestionnaire, il dit, ben non, vous gagnez 300 000 et vous avez des dépenses de 500 000. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Commencez par réduire vos dépenses. Et c'est ce que le Fonds monétaire fait dans son programme avec les pays. Premier acte, on va demander au pays de réduire sa consommation. Alors, deuxième acte, dès que le pays lui-même a dit comment il réduit sa consommation, les coupes qu'il fait, ensuite, il va lui dire, bien, puisque tu consommes plus que tu ne produis, tu es endetté vis-à-vis de l'extérieur. Moi, je vais payer ta dette à l'extérieur, mais à condition, 1, que toi, tu réduises ta consommation. Tu me dis de combien tu la réduis tous les mois. Et ensuite, comment tu fais pour augmenter ta production. Et on signe alors ce qu'on appelle un accord de confirmation, qui est un accord synalagmatique où toutes les parties, effectivement, s'engagent, chaque partie s'engage l'une vis-à-vis de l'autre. Le Fonds monétaire vous dit, si vous réduisez votre consommation de temps, voilà votre consommation est de 300, et vous ne gagnez que 100 000, il faut que vous la rameniez à 120 ou à 100 000. D'accord. Et moi, puisque vous devez de l'argent à un Libanais, moi, je vais vous aider tous les mois à rembourser les sous que vous avez au Libanais. Mais ce n'est pas gratuit. Cela suppose qu'à la fin, vous ayez créé de la valeur, vous augmentiez votre production de manière telle que vous puissiez me rembourser. Voilà ce qu'on appelle
un accord de confirmation avec le Fonds monétaire international. Donc, c'est comme cela que ça se passe. Et cela traduit une mauvaise gestion. Ça veut dire effectivement que les putschistes, dès qu'ils sont arrivés, ils ont pensé que c'était effectivement qu'un État, ça se jetait comme l'épicerie du quartier. Mais dans ce cas, professeur, ça veut dire qu'ils se sont extrêmement endettés lorsqu'ils sont arrivés et qu'en réalité, lorsqu'ils nous disaient qu'ils avaient payé la dette, ils n'avaient pas payé. Mais ils n'avaient pas payé la dette. Comment on peut payer la dette? Enfin, rembourser ou payer, je sais pas. Je vais vous dire, la dette, elle est, il y a une dette annuelle, il y a une dette semestrielle, il y a des engagements trimestriels, il y a des engagements mensuels. Et vous avez pris de l'argent, vous avez pris un crédit où mensuellement, vous devez rembourser tant. Or, notre problème à nous, c'est que nous, on emprunte, mais on ne rembourse pas. C'est cela. Vous avez emprunté et vous ne remboursez pas. Mais celui qui vous a prêté à un moment donné, vous dites, c'est comme si vous avez pour expliquer simplement, vous avez le Malien qui est à côté de chez vous. Lundi matin, vous avez envoyé les enfants chercher du pain. Mardi, vous envoyez les enfants chercher du pain. Mercredi, la même chose. Et puis jeudi, vous dites non, votre papa me doit. Aujourd'hui, je ne vous donne pas du pain. C'est là que vous avez ce qu'on appelle une crise de paiement. Le défaut, c'est ce qui arrive à notre pays. Et pour éviter le défaut, les agences internationales alertent le pays. Mais nous, quand on reçoit cette alerte, on dit oh non, il y a un complot international. Or, les agences internationales, ils notent même les États-Unis, ils notent la France. Elles notent la France, elles notent les États-Unis. Et c'est une interface qui permet effectivement de juger, d'apprécier la solidité d'une économie. Donc, ils n'ont pas écouté toutes ces alertes, finalement. Ils ont dit qu'ils ne vont pas au Fonds monétaire et ils sont en train de signer avec le Fonds monétaire international. Voilà, monsieur. Giovanni? Oui, une dernière question justement. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, lorsqu'on évoque le problème de la dette dans les milieux des économistes africains, beaucoup répondent par cette phrase toute simple et toute faite, que moi qui m'agace même souvent. Le problème, c'est pas la dette, c'est plutôt l'utilisation qu'on en fait. Est-ce à dire que quand on s'appelle Gabon, quand on a le potentiel que nous avons aujourd'hui, quand on a trouvé un pays surendetté après le départ d'Ali Bongo, on ne pouvait pas faire autre chose qu'aller s'endetter à nouveau. C'est-à-dire que notre pays n'a pas de moyens, n'a pas de levier en interne pour pouvoir surmonter le besoin d'aller s'endetter à chaque fois. Alors, Monsieur Giovanni, je vous expliquerai ça de manière très très simple. Quand on dit qu'un pays est surendetté, c'est qu'on est au-dessus de la norme, c'est qu'il y a une norme. Or, il existe pour les pays de la CEMAC, la norme c'est par rapport à ce qu'on gagne, le revenu national. C'est 70% du revenu national. Si vous allez à la banque, c'est 30%. Maintenant, un État, c'est 70%. Or, on n'a pas trouvé, le Gabon n'était pas surendetté du temps d'Ali Bongo. Je m'inscris en faux. En 2022, on était à 52% du PIB. 52. En 2021, on approchait effectivement les 70%. Et le Fonds monétaire a attiré l'attention. Ali Bongo s'est rétracté. Et on est revenu en 2022 à 52%. En 2023, nous étions à 53%. Voilà ce que le putschiste en chef a trouvé. En moins de 2 ans, on est passé de 54%. On était dans la norme. À 71% en 2024, à 73% en 2025 et c'est projeté à 78% en 2026. Voilà. Donc quand ils disent que la dette
date d'Ali Bongo, c'est un mensonge. C'est un gros mensonge. Sur ce point-là, Ali Bongo a laissé un pays qui était dans les normes. Voilà. Donc, maintenant, quand ils sont arrivés, ils ont commencé par vouloir faire leur publicité. Il fallait mettre de l'argent partout, soudoyer X, soudoyer Y. Ils ont commencé, ils ont continué en faisant leur propagande pour qui coûtait de l'argent. Et ils étaient obligés d'emprunter. Alors, je dirais autre chose, c'est que généralement, le problème de la dette, quand les Africains qui disent que oui, le problème de la dette, non, ce n'est pas juste. Non, non, le Gabon n'était pas surendetté. C'est le putschiste en chef et sa bande qui nous ont surendettés. Il faut être clair là-dessus. C'est eux. Le Gabon n'avait pas de problème. Et un pays comme le Gabon, on avait à l'époque la possibilité d'avoir un ajustement interne sans recourir au Fonds monétaire international. Mais ils ont tellement endetté le pays qu'on ne peut faire autrement que recourir au Fonds monétaire international. Voilà la vraie situation. Et ça, on ne peut pas dire que c'est le pouvoir passé, c'est faux. Toutes les lois de finances, nous les avons tous. C'est un document officiel. Donc, ce qu'ils disent n'est pas en accord avec les données chiffrées. Mais c'est quand même étrange parce que même quand Ali Bongo était là, c'est pas la publicité qu'il avait. Ça veut dire qu'en fait, c'était de la manipulation parce que à l'époque d'Ali Bongo, le discours qu'on tient aujourd'hui est celui qu'on tenait déjà, que le Gabon était surendetté, que Ali Bongo avait extrêmement volé de l'argent, que Sylvia Noureddine avait extrêmement endetté l'État gabonais. Qu'aujourd'hui, on nous dise qu'en réalité, non, c'est pas vrai, c'est les putschistes qui sont venus surendetter l'État, c'est quand même fort de café. Je vais vous donner quelques éléments. Noureddine et Sylvia n'ont pas la possibilité d'endetter l'État. Quel poste ils occupent? Lorsqu'on signe un accord de confirmation, ça commence par une lettre d'intention. Et la lettre d'intention n'est signée que par deux personnes, soit par le président de la République, soit par le Premier ministre. Sylvia Bongo était Premier ministre. Noureddine Bongo était Premier ministre. Il faut quand même que, quand nous disons les choses, nous disons des choses qui sont justes. Ce n'est pas juste. Ils ont été coupables de certaines choses, c'est vrai. Mais c'est des déviances et des modes de gestion de notre pays. Là, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce normal que le trésor public soit délocalisé à BGFI? C'est tout à fait normal. Le trésor public, l'argent public est délocalisé à BGFI. Est-ce que c'est normal? Alors, à partir de ce moment-là, les comptes publics deviennent des comptes privés. L'État a sa banque, c'est le trésor public. Alors, donc, il ne faut pas que les gens disent, non, dire que c'était ça, que nous étions surendettés, c'est faux. Lorsque je suis passé à un candidat, un projet, je l'ai défendu. Ça existe dans le net, on peut le retrouver. J'ai dit que le Gabon n'avait pas un problème d'endettement. Je suis désolé. Je suis désolé. L'endettement là, le surendettement, c'est les putschistes qui les ont amenés. Et là, ça ne souffre d'aucune ambiguïté. C'est eux qui ont endetté le pays. Deuxièmement, il y a des manières d'endetter un pays, ou il y a les manières d'endetter un individu. Lorsque, dans le temps, je donne un exemple pour que les gens me comprennent, on voulait construire une maison ou on voulait avoir un crédit de consommation. On avait le choix entre les banques comme l'UGB, comme BICI, ou on avait la BGD. On préférait la BGD parce que la BGD avait des taux d'intérêt qui étaient plus faibles, parce que c'était la banque de l'État. L'État était actionnaire. Et on préférait effectivement la BGD. C'est ainsi que, normalement, un pays qui a des problèmes s'adresse effectivement au Fonds monétaire international, à la limite à la Banque mondiale, à la BAD. Mais généralement, où est-ce qu'il nous a emmenés? C'est comme des gens qui nous amèneraient à nous endetter, non auprès des banques,
mais aller carrément à Montboué, où on a des taux d'intérêt prohibitifs. C'est ça qu'on nous a amené. C'est ça que nous a amené au IMA, avec le ministère des Finances. C'est ça qui nous a amené. Et on s'est endetté à des taux prohibitifs, au point qu'il nous faut rembourser. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. La principale ressource, c'est le pétrole. On va acheter à cela. On dit qu'on a acheté à cela, mais avec quel argent on pourrait acheter à ça? Gunvor, société suisse, va prendre les capitaux russes, prêter et emprunter les ressources russes et nous prête de l'argent. Il nous le faut rembourser. Ce qui fait que le seul contrôle qu'il a, c'est le contrôle des recettes pétrolières. Il en est de même du bon du trésor. Toutes ces opérations ont été montées et ont fait effectivement le bonheur de certaines personnes qui sont connues, qui se sont partagées effectivement les ressources. On les connaît. Alors donc, qu'on ne nous dise pas que oui, c'est Ali. Non, Ali n'a rien à voir avec ça. C'est les putschistes en chef et sa bande qui ont surendetté le Gabon. On est parti d'une dette de 53% du PIB en 2023. On est aujourd'hui à pratiquement 74%. Et à la fin de l'année 2006, on s'est estimé à près de 78%. Voilà où nous en sommes. Très bien. Giovanni, tu as encore une question? J'ai posé toutes mes questions. On va passer la parole aux autres aussi, comme on n'a D'accord. pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de Merci, temps. monsieur Vraiment, on n'a le pas président. beaucoup de temps. On va aller sur Bernard et Mwanga, vous intervenez soit sur l'éducation, soit sur la question de l'économie. Le dernier point, je vais l'introduire et puis chacun pourra poser la question après. Donc Bernard, tu as la parole. Ok, bonsoir princesse, bonsoir président. Président, vous venez de nous faire un très bel exposé de la situation économique du pays et précédemment de la situation des enseignants. À l'allure où vont les choses, vu que le régime en place n'a vraiment pas tenu compte, n'a vraiment pas pris pour exemple l'échec en matière d'investissement qui résultait du régime précédent, que pensez-vous qu'il puisse arriver si les choses persistent? Je veux dire sur le plan économique, sur le plan social, parce que là on se rend compte que après avoir joué avec l'argent, les putschistes ont du mal à répondre aux attentes de la population, mais dans le même temps répondent à leurs attentes. Dans le même temps, refusent de réduire le train de vie de l'État. Donc, selon vous et selon votre expérience en tant qu'économiste, mais surtout politicien, hein, quand même depuis de longue date, depuis plus de 20 ans, que pensez-vous et comment pensez-vous que, jusqu'à quand pensez-vous que le pays pourra continuer sur cette voie? Je vais mettre les pieds Ça, dans le c'est pour la plat. première question. Il y a des gens qui refusent d'aller à cette conclusion. Oligui doit partir. Point. Le putschiste doit partir. Quand on est incapable de redresser une situation, on s'en va. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que si la situation actuelle perdure, il suffit que les enseignants se tiennent. Les gens du pétrole vont s'en mêler. D'autres vont s'en mêler. Et à partir de ce moment-là, ce sera le chaos. Et dès lors qu'il y a le chaos dans un pays, il y a un seul responsable, c'est le putschiste en chef, qui est également responsable. Pourquoi? Parce qu'il a confisqué tous les pouvoirs. Il n'y a pas de premier ministre, il n'y a pas de ministre responsable. Seul lui. Et c'est lui qui doit partir. Donc, il n'y a pas d'autre solution au problème aujourd'hui. Les gens se voient la falle. Les gens n'osent pas dire parce qu'ils ont peur. Il faut mettre les pieds dans le plat. Le Gabon sera sauvé le jour où le putschiste en chef va s'en aller. Il faut qu'il parte. Et plus il va s'accrocher, plus la situation va se détériorer. Et de toute façon, ça s'est passé dans d'autres pays. Je ne connais pas de président qui ait résisté à une pression populaire. Non, je n'en connais pas. Alors donc, à un moment donné, il faut qu'il parte. Et plus tôt il partira, mieux ça vaudra. Voilà la réponse claire que je peux vous donner à ce sujet.
Une dernière question. Il y a un an, le régime en place nous a fait comprendre qu'ils ont signé plus de 800 contrats avec des entreprises françaises. Et en même temps, nous avons vu le chef de la junte au pouvoir actuel qui est parti aux États-Unis et qui a, d'une certaine manière, vanté le fait que le Gabon possédait en son sol, en son sous-sol, des terres rares. Terres dont on sait que les Occidentaux et notamment Donald Trump sont très friands. Avez-vous, parce que malheureusement, comme nous sommes dans une communication inexistante, avez-vous des informations selon lesquelles certaines terres de notre pays auraient été vendues ou les fameux 800 contrats dont on nous a parlé, parce que jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait de quoi il en résulte. Est-ce que nous devrons attendre peut-être dans 10-15 ans pour apprendre que oui, voilà, une partie du pays a été cédée à telle ou telle entreprise, comme on l'a appris pour le faire de Bellinga et autres? Avez-vous je sais pas, des pistes ou des réponses investiguées sur ce domaine? Et c'est par là que je conclus. Merci, Président. Alors, le Gabon est riche. Le Gabon dispose des terres rares, comme on le dit. Mais il faudrait savoir comment les contrats se passent. Il faut être habilité à signer les contrats. Un pouvoir transitaire, un pouvoir qui assure la transition n'a pas le droit de signer les contrats. Pas plus qu'il a le droit de céder une partie du territoire comme on l'a fait à propos de Mbagnier. Ce sont des contrats qui sont faciles à dénoncer. Très faciles à dénoncer. Il existe des avocats en Europe, aux États-Unis, en France aussi, qui peuvent être facilement commis à cet effet. Cela ne pose pas de problème. Mais maintenant, quand on signe un contrat de ce type, sont venus, ça, je ne sais pas. Les entreprises sont-elles là? Les entreprises sont-elles venues? Et sont mises en exploitation où? Moi, je ne vois pas où, effectivement, ces entreprises sont mises en exploitation. Ces entreprises exploitent et où il y a exploitation de ces terres rares, de ces ressources. Non. Ce sont des investigations qui se passent. Et puis, il faut savoir que sur le plan international, quand une entreprise doit s'installer, elle cherche à avoir le pool du pays, comme on l'a par les agents de notation. Quand on passe de CCC à CC, véritablement, aucun pays n'accepte de mettre ses sous dans un pays de cette nature. Et il y a un certain nombre de critères. On va regarder la manière dont fonctionne la justice. Une justice au sort. Aucun pays n'a intérêt à mettre ses sous dans aucun pays, aucune entreprise n'a intérêt à mettre ses sous dans un pays de cette nature. Donc voilà un peu pour vous dire que ne vous en faites pas. Et puis, c'est un pouvoir qui parle beaucoup. Le chef suprême, le putschiste en chef, c'est quelqu'un qui parle beaucoup pour ne rien dire. Il aime s'entendre parler et il dit très souvent des bêtises. Donc, véritablement, ce n'est que des bêtises. Les poignées de main, ce n'est pas ça qui fait une convention. Et là, il y a une procédure. On envoie des experts qui travaillent. Dès lors que les experts ont fini de travailler, on envoie des ministres qui viennent parachever le travail des experts, approuver ou désapprouver. Dès que les ministres ont terminé et paraphé, c'est là que les chefs d'État viennent signer et se donner la collade. Or, dès lors que ce processus n'est pas effectivement suivi, toute déclaration d'un faux chef d'État comme le nôtre est nulle et de nul effet. Voilà ce que je peux vous dire. Très bien. Christian, tu avais une dernière question? Non, le président a répondu à toutes les questions. Bon, il y a d'autres, mais c'est sur un autre thème, et comme tu as dit que tu allais le faire, donc c'est bon, j'ai plus d'autres questions.
Merci. D'accord, donc le président nous accorde 45 minutes. Je crois qu'on a déjà fait en gros 30 ou 40. Donc on va aller rapidement pour ne pas abuser de son temps. Donc Mwanga, tu as en gros 3 minutes. Allons-y. Moi, ça va être vite fait. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Alors, nous avons, comme nous sommes à l'affût de l'actualité politique de notre pays, nous avons eu récemment les dirigeants qui ont annoncé qu'ils étaient tombés de commun accord avec le FMI. Et de ce qu'il en découle des bruits de couloir, le FMI vient pour un possible plan d'ajustement structurel. Est-ce que les gouvernants actuels disent la vérité ou nous allons avoir une autre annonce de leur part lorsque le FMI arrivera en En février? février. Alors, la première chose, c'est que le Gabon a été contraint d'accepter le Fonds monétaire international. Le Gabon a été contraint. Pourquoi? Parce que la situation du Gabon met en mal la CEMAC. Il y a ce qu'on appelle les critères de surveillance multilatérale. Ne pas dépasser, entre autres, ne pas dépasser 70% du PIB en ce qui concerne la dette. Il y a le taux de remboursement, il y a d'autres critères, il y a le taux d'inflation. C'est ce qu'on appelle les critères de surveillance multilatérale. Et dès lors qu'un pays s'endette à ne plus en finir des pas énormes, il met les réserves de la sous-région en danger. Et dès lors que les réserves de la sous-région sont en danger, c'est la monnaie du pays qui est en danger. Donc, l'Afrique centrale allait tout droit vers une dévaluation du franc CFA. La conférence de Brazzaville a été la conférence de la dernière minute, de la dernière heure, pour sauver le Gabon, pour sauver l'Afrique centrale. Deuxièmement, il faut qu'il y en ait qui payent, puisque toutes les réserves sont mises ensemble. Quand le Gabon a un déficit, ce déficit doit être compensé par d'autres. Or, le Congo a des problèmes. La Guinée équatoriale a des problèmes. Seul le Cameroun a moins de problèmes. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, on a demandé au Gabon de signer. Et le Gabon a été obligé de signer. Sinon, c'est le franc CFA qui allait être dévalué. Maintenant, cet accord suppose quoi? Trois choses. D'abord, un programme de stabilisation que l'État met en place. Depuis le 22 décembre, l'État n'a pas pu mettre en place un programme de stabilisation. Il faut au moins un mois, 3 mois pour le mettre en place. Quand le Fonds monétaire va arriver, c'est pour vérifier qu'il est d'accord avec le programme de stabilisation mis en place par l'État gabonais. Autrement dit, la manière dont l'État va réduire ses dépenses. Voilà pourquoi toutes les promesses qu'il fait par-ci, par-là, le putschiste en chef, c'est des promesses oiseuses. Alors, donc, à partir de ce moment-là, ils vont venir. Dès lors, effectivement, qu'ils sont d'accord, ils rentrent dans un accord de confirmation, c'est-à-dire un crédit stand-by, selon les termes, qui peut durer 1 an, 3 ans, 4 ans, selon les termes. Et là, il y a des revues à mi-parcours. Donc, il faut déjà que ce soit signé. Ce n'est pas encore formellement signé. Le Gabon accepte. Maintenant, il faut que le Gabon présente un programme de stabilisation et ensuite que le Fonds monétaire vienne, le valide et c'est là qu'il signe un accord de confirmation qui permet au Fonds monétaire de faire des avances pour que le Gabon rembourse sa dette et au Gabon de mettre en place son programme de stabilisation et de créer de la valeur pour pouvoir rembourser à terme la dette du Fonds monétaire international, la dette vis-à-vis du Fonds monétaire international. Voilà ce que je peux dire à cet effet. Ok, j'ai une dernière question qui va être un peu plus technique. C'était de savoir parce que selon les recherches que moi personnellement j'ai faites, les banques au Gabon empruntent avec un taux d'endette, avec un taux de 10%. À ce niveau, est-ce que cela veut dire que même les banques gabonaises considèrent que le Gabon est mauvais payeur?
ce qui fait en sorte que nous ne puissions pas être crédibles sur les marchés internationaux? Merci. Alors, il faut savoir que il existe ce qu'on appelle le taux de base, le taux de base bancaire, qui est fixé par la Banque centrale. Au-delà de ce taux de banque, on laisse une marge bancaire qui permet aux banques, aux différentes banques, d'entrer en concurrence, cette marge bancaire. Si le taux de base est à 5%, donc on va de 5% à 18% selon les cas. Et généralement, cela tient compte de l'environnement international. Cela veut dire que si le pays n'est pas un pays fiable comme le nôtre, les taux d'intérêt vont s'élever parce que le risque est élevé. On mesure le risque, or notre pays a au risque extrême, qui est un risque de niveau 8. On a atteint le risque extrême. Dans les pays comme les nôtres, le loyer de l'argent est nécessairement très élevé parce que les banques cherchent à se couvrir. Alors donc, ce qui fait que précisément avec les mesures qui sont prises, les mesures micro-prudentielles et les mesures macro-prudentielles, comme on les appelle, pour éviter une crise systémique, comme on l'appelle, voilà pourquoi, effectivement, le crédit est très très cher chez nous, parce que nous sommes des zones à haut risque, risque élevé de niveau 8. Voilà où nous en sommes. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut pour que le taux de crédit baisse? Il faut d'abord que la concurrence puisse s'exercer. Or, nous sommes en situation d'oligopole. Il y a très très peu de banques. Et les banques, elles s'entendent plus ou moins pour dire que c'est à ce taux d'intérêt, effectivement, qu'on parle. Ensuite, elles se lancent dans des crédits ensemble. C'est-à-dire, il y a un pool de bailleurs. Sur un financement à faire, plusieurs banques vont se porter, effectivement, vont s'associer pour pouvoir financer ce crédit. Or, véritablement, elles se refinancent où? Elles ne peuvent pas totalement se refinancer à la Banque centrale, parce que la Banque centrale elle-même a des problèmes. Nos banques ne sont pas en banque. Elles ont des lignes de crédit extérieures. Et ces lignes de crédit extérieures obéissent effectivement à un certain nombre de critères, dont ça passe par la vie des agences. Et dès lors qu'on note qu'un pays, il y a un risque de défaut dans ce pays, nécessairement les taux d'intérêt deviennent de plus en plus élevés. Donc notre pays est un pays à haut risque et c'est les putschistes qui nous ont amenés dans cet état. Très bien. Alors, nous allons rapidement embrayer sur le dernier volet. Monsieur Ondosa, ou président Ondosa, nous avons remarqué que depuis l'élection présidentielle, c'est-à-dire avril 2025, jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes plus reparti au Gabon. Êtes-vous en exil? De façon claire. Disons, pour le moment, c'est comme si j'étais effectivement en exil. Je vais avoir au mois de février 1 an en France. D'accord. Avant, j'arrivais en France. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il s'est passé que j'ai la chance d'avoir fait une carrière internationale qui m'ont ouvert de nombreuses portes, où j'ai des amis qui sont à des endroits. Et j'ai toujours dit aux gens que l'avantage d'être un économiste au top niveau, c'est que derrière tout chef d'État, il y a un économiste. Donc, pratiquement, ils sont au courant de tout et avant tout le monde. Et de ce point de vue, au monde, hein, et de ce point de vue, mes amis m'ont avisé que j'allais être fortement menacé, que ma vie était en danger. Et ça tombait pile poil, puisqu'en 2014 déjà, j'avais été victime d'une agression qui m'a coûté pratiquement tout ce que j'ai eu à travailler toute ma vie. Et c'est ainsi que j'ai accepté de quitter le Gabon. C'était dû. Et leur information était tellement juste que j'ai failli être bloqué à l'aéroport international Léomba. J'ai encore le visage du policier qui voulait me bloquer. Alors, donc, je suis venu ici, en Europe, et
Dès lors que je suis venu ici, on a commencé par menacer ma famille. On a commencé par menacer mon épouse. On a fait ci, on a fait ça. Il y a des choses sur lesquelles je ne reviendrai pas. D'accord. Donc, en fait, je suis en France et j'avais un visa de 4 ans sur la France et je venais, je n'avais aucun problème, mais pas pour des séjours aussi longs. Mon séjour étant long, je suis en passe, je verrai de faire une demande d'asile si la situation ne s'arrange pas d'ici là. Voilà. Très Donc, je bien. suis... Voilà. Très bien. Donc, depuis pratiquement un mois, on voit sur les réseaux sociaux, hein, sur les plateformes numériques, enfin, quelques Gabonais faire quand même des révélations, disant que vous avez été en intelligence avec certaines organisations dans le but de déstabiliser le Gabon. Il y a des documents qui ont été rendus publics, il y a une vidéo également qui a été rendue publique. Que dites-vous de ces éléments qui ont été mis à la disposition des Gabonais sur les plateformes numériques? Madame, j'aurais une réponse simple et claire et directe. Très bien. J'ai eu à intervenir la dernière fois et j'ai donné mon explication. J'ai dit qu'une partie, c'était effectivement un montage grossier. Je l'ai dit. Une autre partie était vraie. Voilà ce que j'ai dit très très clairement. Et j'ai dit, je ne ferai que des observations parce que je n'aime pas revenir sur les basses choses meurent d'elles-mêmes parce que c'est une basse chose. Oligui croit avoir des données, des éléments sur moi. Il ne sait pas ce que moi j'ai sur lui. Mais on n'a pas le même mode opératoire. Je n'ai pas le même mode opératoire que lui. Il ne sait pas ce que j'ai sur lui. N'allons pas là-bas. J'ai dit tout simplement quelqu'un qui a déstabilisé un pays parce que lui-même il a affirmé aux médias qu'il a fait un coup d'État. C'est-à-dire, il avoue avoir déstabilisé le Gabon. De quoi? Alors, et qui ne le dit pas lui-même? Il envoie des chanvrés, il leur donne des documents, et vous savez ce que je dis. Et il leur donne des documents, et voilà, ils se répètent, ils reviennent, ils chantent tous les jours tout ce qu'ils veulent. Moi, je suis un homme qui ne pose pas d'acte au hasard. Je sais où je vais. La seule chose que je peux ajouter, c'est que je les ai laissés venir parce que je savais également qu'ils allaient arriver à ce point-là. Mais j'attends que le putschiste en chef se manifeste, qu'il se manifeste. Il n'y a plus d'État. Alors moi, s'il ne se manifeste pas, il faut laisser les basses choses mourir d'elles-mêmes. Alors, à quoi serais-je soumis à un tribunal populaire parce que c'est le tribunal populaire? De quoi je répondrai par une boutade que ceux qui ont connu les années 90 savent bien, comme l'appelle un de ses soutiens, Olre, ou à Parikazé, ou à Tremblazé, aux belles situations en main. Donc, je n'ai pas le temps à perdre avec des choses comme ça, madame, franchement. Très bien. Ben, écoutez, je vais demander aux trois. Je crois que le professeur a été clair. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait renchérir avec une question ou bien si on libère le professeur et président Albert Ondosta. Donc, vous avez la parole. Oh, pour ma part, je pense qu'il a été direct. Donc, pour ma part, je pense qu'il a été direct. Hein. Je ne vois pas d'autres questions au risque de se répéter et de poser les mêmes questions sous d'autres formes. Voilà. Voilà. Sur ce, communiquer, effectivement. Très bien. Ben, très bien.
Ben, écoutez, monsieur, président Ondosa, je vous redonne la parole pour votre mot de fin et puis nous allons nous séparer ou nous allons vous libérer pour continuer entre nous. Bien, Madame Princesse de Souba, je vous sais gré d'encore m'avoir invité à vous. Des jeunes m'adresser à vous. C'est comme si je descendais dans l'arène, n'est-ce pas, avec les jeunes, discuter avec vous. C'est toujours un plaisir partagé parce que toute ma vie, je me suis mis au service de la jeunesse et c'est à travers eux que j'ai tiré les meilleures idées. Alors, donc, je suis vraiment satisfait d'être avec vous. Je remercie également ceux qui m'ont posé des questions. Mais ce que je peux dire en mot de fin, c'est que nous devons prendre conscience. Nous pouvons tricher avec nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas tricher avec le pays. Nous pouvons essayer de contourner les problèmes. Plus nous les contournons, plus ils vont se poser avec acuité. Hier, on pensait qu'on contournait le problème en lançant un référendum. Ça va passer. Ce n'est jamais passé. On a pensé qu'on contournait le problème en faisant une élection qui n'en était pas une et puis se dire « Oh, situation de fait, le fait est accompli, nous sommes là ». Ça ne passe pas. Cela vous rattrape. Seulement lorsque cela vous rattrape, ça enfonce notre pays davantage. Cela veut dire que notre seule raison d'être aujourd'hui, si nous voulons que notre pays soit sauvé, il faut que le putschiste en chef s'en aille. Il n'y a pas d'autre mot. Trop, c'est trop. Tout moins qu'il fait enfonce notre pays davantage. Vous qui êtes à l'extérieur et qui êtes en contact, vous pouvez vous rendre compte qu'aucun pays ne nous prend au sérieux. Aucun. Comment va-t-on se développer? Comment va-t-on résorber le chômage? On passe 2 mois, 1 mois, disons. Oh, ça veut faire un coup d'État. C'est ça, résorber le chômage? C'est ça la solution à donner aux enseignants? C'est ça l'eau et l'électricité à donner aux Gabonais? C'est ça, effectivement, les routes à donner aux Gabonais? C'est ça l'hôpital à donner aux Gabonais? On laisse de côté les problèmes centraux. J'aimerais bien que les chanvrés s'intéressent à ces questions, qui sont des questions qui nous préoccupent, qui préoccupent tous les Gabonais, et pour dire que tous, nous devons avoir une seule chose à cœur, travailler pour que le putschiste s'en aille et au plus tôt. Je vous remercie. Merci à vous d'avoir été présent avec nous. Bonne soirée et à la prochaine. Au revoir, madame. Merci. Au revoir. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent monter pour le débriefing.